Et si on se disait que la plupart des gens qui cherchent à perdre du gras, qui dépensent parfois une fortune en suppléments, se trompaient complètement de combat, Ah, c'est une bonne question. qu'ils se focalisent sur les 5% qui comptent le moins, tout en négligeant les 95% qui font vraiment toute la différence. C'est une affirmation un peu audacieuse, mais elle est au cœur des documents qu'on a sous les yeux. L'industrie des suppléments, c'est des milliards, hein. Ça promet des résultats rapides avec des poudres, des pilules, Des miracles? des miracles, voilà. Aujourd'hui, on va mettre ça de côté et on va se demander qu'est-ce qui fonctionne vraiment et surtout comment on ne tombe pas dans les pièges du marketing. Exactement. L'objectif, il est simple. À la fin de notre discussion, on saura où mettre son argent et son énergie pour avoir de vrais résultats. Et on aura, je pense, démasqué le supplément le plus efficace de tous. Celui qui ne coûte rien? Celui qui ne coûte absolument rien. On est parti pour une bonne dizaine de minutes pour décortiquer tout ça. Parfait. Mais avant de plonger, un petit rappel, il est essentiel. Les informations qu'on va partager sont à but éducatif. Bien sûr. Elles ne remplacent en aucun cas un avis médical. C'est vraiment primordial de consulter un professionnel de la santé avant de commencer quoi que ce soit un régime ou une nouvelle supplémentation. C'est noté. Alors, on est bombardé de pubs pour des solutions magiques, mais les sources ici, elles suggèrent que la vérité est plus simple. Peut-être un peu moins sexy. C'est ça. Commençons par la base. Le fondement que tout le monde semble oublier. C'est le point de départ. On va d'abord établir ce qui compte vraiment, la fondation de la pyramide. Ensuite, on verra quels outils peuvent aider à protéger le plus précieux pendant un régime hausse, la masse musculaire. Et l'énergie, j'imagine? Et enfin, oui, on abordera la gestion de l'énergie et de la faim au quotidien. C'est le nerf de la guerre. Bon, la première chose qui saute aux yeux, c'est une vérité qui fait un peu mal à entendre. Il n'y a pas de pilule magique, pas de brûleur de graisse miracle. Ça, c'est la base. On ne peut pas y couper. Les sources sont unanimes là-dessus. L'alimentation, donc le déficit calorique, et l'entraînement. Ce sont les deux piliers. Le reste, c'est du bonus. Tout le reste, au mieux, ce sont des aides, des petits coups de pouce. Si ces deux piliers sont pas solides, tout s'écroule. Penser qu'un supplément va compenser une mauvaise diète, c'est... C'est mettre un autocollant de course sur une voiture sans moteur. J'aime bien l'image, c'est exactement ça. Donc, si ce ne sont pas des solutions miracles, à quoi ils servent? Les sources parlent de soutien. Soutenir quoi, exactement? Soutenir le processus. En fait, c'est pour rendre le déficit calorique plus gérable, plus supportable. L'objectif, c'est pas d'accélérer la perte de gras, mais plutôt de préserver le muscle, de garder un bon niveau d'énergie. Et de pas avoir tout le temps faim. Et de mieux gérer la faim. Voilà. Et dans cette logique de soutien, le supplément le plus puissant, c'est ni une poudre ni une gélule, c'est le sommeil. Attends, le sommeil, point. On est là pour parler de suppléments, de ce qu'on peut acheter, et la première chose qu'on met sur la table, c'est d'aller se coucher. Ça paraît trop simple, hein? Ça semble presque trop simple, oui. C'est contre-intuitif, mais c'est pourtant la clé de voûte de tout le système. Ce qui est fascinant, c'est la cascade d'effets négatifs qu'un manque de sommeil peut déclencher. C'est-à-dire, D'abord, il y a l'impact sur les hormones. La gréline, l'hormone qui dit j'ai faim, elle augmente. Et en même temps, la leptine, celle qui dit je suis rassasié, elle diminue. donc si je dors mal, mon corps me crie littéralement de manger plus, et en même temps, il m'empêche de me sentir plein. C'est ça. C'est un double sabotage biologique. Pas étonnant que ce soit si difficile de tenir un régime quand on est fatigué. Exactement. Et ce n'est pas tout. Le manque de sommeil fait grimper le cortisol, l'hormone du stress, Ah oui, qui peut encourager le stockage de graisse, surtout au niveau du ventre. Et puis, il y a l'évidence, moins d'énergie, donc des entraînements de moins bonne qualité, on bouge moins, la motivation s'érode. on scie la branche sur laquelle on est assis. C'est la pire stratégie imaginable. Sacrifier son sommeil, surtout pour prendre un stimulant, pour s'entraîner tard le soir. D'accord, message reçu. Le sommeil est la priorité absolue. Mais juste après, il y a quand même un produit de base qui est mentionné. Une sorte de police d'assurance. Oui, la multivitamine. La logique derrière est très pragmatique. On mange moins, donc on a moins de nutriments. Exactement. En déficit calorique, on mange moins en quantité et souvent en variété. Donc le risque d'avoir un apport réduit en vitamines, en minéraux, il augmente. La multivitamine, elle n'est pas là pour booster, mais juste pour combler d'éventuels manques. Et là, j'imagine qu'il faut prendre la marque la plus chère, avec plein d'ingrédients brevetés. Et c'est là que le conseil est intéressant. Non, absolument pas. Les sources indiquent qu'une version générique de supermarché est largement suffisante. Ah bon? Oui, pour la plupart des gens, les différences de biodisponibilité entre une marque de base et une marque premium sont vraiment marginales. Ça ne justifie pas du tout la différence de prix. Ok, ça démystifie pas mal de choses. Donc, on a notre fondation.
Un sommeil de qualité non négociable. Et une assurance de base avec une multivitamine pas chère. C'est ça. Maintenant, si on veut être plus spécifique et protéger nos muscles, notre moteur métabolique, on passe à autre chose, n'est-ce pas? Tout à fait. On a posé les fondations, maintenant on peut parler des murs. Perdre du gras sans perdre de muscle, c'est le Saint Graal. Et pour ça, deux aides se distinguent nettement. La créatine et les protéines en poudre. Ah, voilà les noms qu'on s'attendait à entendre. Commençons par la créatine monohydrate. C'est l'un des suppléments les plus étudiés, souvent associé à la prise de masse. Pourquoi c'est pertinent pour la perte de gras? Son rôle est crucial. En déficit, notre énergie diminue et nos performances à la salle aussi. On soulève un peu moins lourd. Une répétition en moins. Voilà. Et ces baisses de performance, c'est un signal pour le corps qui lui dit « Ok, je n'ai plus besoin de tout ce muscle ». La créatine, en aidant à maintenir la force, elle envoie le signal inverse. « Attention, j'ai encore besoin de ces muscles, ne les sacrifie pas ». D'accord, ça protège le moteur en gros. Mais est-ce qu'il y a un piège, un effet secondaire dont on ne parle pas assez? Il y en a un, et il est fondamental à comprendre. C'est un piège psychologique. La créatine fonctionne en attirant l'eau à l'intérieur des cellules musculaires. On appelle ça la rétention d'eau intramusculaire. C'est une bonne chose, ça, non? Oui, c'est un signe positif. Ça veut dire que les muscles sont bien hydratés, prêts à performer. Mais la conséquence directe, c'est sur la balance. Laissez-moi deviner. Le poids augmente. Exactement. On peut s'attendre à une prise de poids d'1 à 2 kilos, parfois jusqu'à 5 livres pendant la première semaine. Et là, c'est le drame potentiel. Wow, attendez. Je commence un régime pour perdre du poids. Je fais des efforts, je prends ce truc censé m'aider, et après une semaine, la balance affiche plus de kilos. Mais je paniquerai, je jetterai le pot à la poubelle. C'est précisément le piège. Et c'est pour ça qu'il est vital de comprendre que ce poids, ce n'est pas du gras, c'est de l'eau dans les muscles. Heureusement, il y a une astuce très simple pour contourner ça. Ah, Le conseil des sources, c'est de commencer à prendre la créatine une semaine avant de commencer officiellement le régime et de se peser. c'est brillant. Comme ça, la fluctuation de poids due à l'eau se produit avant même qu'on commence à suivre la baisse sur la balance, on dissocie les deux. C'est exactement ça. C'est plus une gestion de sa propre psychologie qu'autre chose. Une fois ce palier atteint, on peut commencer le déficit et voir le chiffre diminuer de manière régulière. Très malin. Et pour les protéines en poudre, ouais, caséine, tout le monde a son shaker. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Alors les sources sont très claires. Pas du tout. Si l'alimentation quotidienne apporte assez de protéines via la viande, le poisson, les œufs, les poudres n'ont aucune valeur ajoutée. Aucune. Non. Elles n'ont pas de propriété magique. Leur seul et quasi unique avantage, c'est la praticité. C'est plus simple qu'un blanc de poulet. Voilà, c'est rapide, facile à digérer. La whey, c'est intéressant après l'entraînement. Et la caséine? La digestion lente, c'est ça. Oui, c'est l'inverse. C'est une protéine à digestion très lente, du coup elle prolonge la sensation de satiété. C'est un excellent outil anti-faim. On peut faire un genre de pudding avec? Exactement. Un pudding protéiné pour calmer les fringales du soir. Mais on obtient un effet très similaire avec du fromage blanc ou un yaourt grec. D'accord, donc on retient. La créatine, un allié puissant si on gère l'aspect psychologique. Les protéines, une option de facilité, pas une obligation. On a protégé nos muscles, maintenant, la bataille du quotidien, le manque d'énergie et la faim. C'est pour ça que les gens abandonnent. On peut avoir le meilleur plan. Si on se sent épuisé et affamé, on ne tient pas. Et pour ça, les sources se concentrent sur l'outil le plus accessible au monde, la caféine. Le café, mon meilleur ami du matin. Mais j'imagine qu'il faut l'utiliser comme un outil stratégique. C'est l'idée. Les bénéfices sont multiples. D'abord, la performance. Un café avant le sport peut faire la différence entre une bonne séance et une séance médiocre. Ok. Deuxièmement, la concentration. Le déficit calorique, ça amène souvent un brouillard mental. La caféine aide à rester alerte. Et le troisième bénéfice, c'est celui qui nous intéresse le plus, j'imagine. L'effet coupe-faim. Oui, il est modeste mais bien réel. Une tasse de café noir au milieu de l'après-midi, quand la faim se fait sentir, ça peut suffire à repousser une fringale. Je suis coupable. Le coup de barre de 16 heures, et je me dis qu'un café va me permettre de tenir jusqu'à ma séance du soir. Mais d'après ce qu'on a dit sur le sommeil, c'est une très mauvaise idée, non? C'est là qu'on arrive à la règle d'or, la ligne rouge non négociable. Et ça fait le lien avec notre tout premier point. Pour protéger le sommeil, notre supplément numéro 1, la règle est simple et stricte. Plus aucune caféine après-midi. Midi. C'est tôt. Ça inclut tout, j'imagine. Thé, soda,
Zéro. Absolument tout. Café, thé, boissons énergisantes et surtout les fameux pré-workout que beaucoup prennent avant leur entraînement de 18 heures. Pourquoi si tôt? La demi-vie de la caféine est d'environ 5 à 6 heures. Ça veut dire que si on boit un café à 15 heures, à 21 heures, on a encore la moitié de la dose active dans notre système. Mais pourtant, je connais des gens qui boivent un expresso après le dîner et qui s'endorment sans problème. C'est le piège. On peut avoir l'impression de pouvoir s'endormir, mais la caféine perturbe lourdement l'architecture du sommeil. Elle réduit le temps de sommeil profond, la phase la plus réparatrice. Et on se réveille moins retosé. Moins reposé, avec un cortisol plus élevé, plus de faim, et le cercle vicieux recommence. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est incroyablement logique. Utiliser un stimulant d'une manière qui sabote sa propre récupération. Il y a un dernier point à aborder, l'hydratation. Oui, c'est simple, mais crucial. Le corps peut parfois confondre les signaux de soif et de faim. Rester bien hydraté aide à réguler l'appétit. Eau plate, j'imagine. Eau plate, c'est la base. Mais les eaux aromatisées sans calories, les thés glacés zéro, les sodas light sont aussi des outils valables. Certains diront que c'est pas sain. Mais l'idée, c'est l'adhérence. Exactement. Si boire un soda zéro calories permet d'éviter de craquer sur une pâtisserie à 500 calories, alors c'est une victoire nette. L'objectif, c'est de rendre le processus durable. D'accord, on a balayé pas mal de mythes. Si on devait résumer tout ça en un plan d'action concret, quelles seraient les étapes? On peut le distiller en 3 étapes logiques. La première, avant même d'acheter quoi que ce soit, faire un audit de son sommeil. Ce soir, on coupe le téléphone 1 heure plus tôt et dès demain, on met en place la règle pas de caféine après-midi. Gratuit et impact maximal. Étape 2, L'évaluation honnête de ses besoins. Est-ce que j'ai du mal à manger assez de protéines? Alors une poudre peut aider. Est-ce que je veux une assurance? Une simple multivitamine du supermarché. Il ne faut pas s'inventer des problèmes pour justifier des achats. et la troisième étape, pour la créatine, L'intégrer sans paniquer. Donc on commence la créatine une semaine avant de suivre son poids et on se prépare mentalement. Quand la balance montera, il faudra se répéter. C'est de l'eau dans mes muscles, c'est un bon signe, ce n'est pas du gras. super clair. Pour conclure, cette analyse nous ramène vraiment à l'essentiel. On a commencé en se demandant quels suppléments étaient les plus intelligents à utiliser. Et la réponse, Très peu. Et de manière très stratégique. c'est ça. Si on doit retenir 3 choses, ce sont celles-ci. Premièrement, le sommeil est roi. Rien ne peut compenser un manque de sommeil. Deuxièmement, la créatine est excellente pour protéger les muscles, mais il faut anticiper la prise de poids en eau. Et troisièmement, La caféine est une alliée utile, mais son utilisation doit s'arrêter à midi sans exception pour préserver le roi, le sommeil. Ça me laisse avec une dernière réflexion. Peut-être que la vraie question à se poser n'est pas quel supplément devrais-je acheter, mais plutôt quel est le fondamental que je néglige le plus en ce moment. Est-ce que ce sont mes 8 heures de sommeil, mon hydratation, ou juste la patience? c'est une question parfaite pour terminer. Car bien souvent, la solution la plus efficace ne se trouve pas dans un nouveau pot de pilule, mais dans le renforcement de ces bases qu'on croit, à tort, déjà maîtrisées. C'est ça la vraie stratégie.